Rebonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi pour 2 nouvelles conférences. Tout à l'heure, pour clôturer la journée à 16h30, il y aura la conférence plénière institutionnelle. Mais avant cela, nous allons parler de la gestion quantitative de l'eau et des enjeux que cette mission représente dans un contexte, on le sait, de réchauffement climatique. Alors, gérer l'eau, cela nécessite de bien connaître les volumes disponibles et prélevés sur un territoire, tout en intégrant les évolutions et les incertitudes liées à l'avenir. Alors, dans cette conférence pilotée par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, et on les remercie pour cette organisation, nous mettrons en avant le travail technique réalisé par diverses institutions pour bien connaître et pour bien mesurer cette ressource dans le but, bien sûr, d'aider aux décisions stratégiques en matière d'eau sur les territoires. J'invite donc nos 3 intervenants de l'après-midi à me rejoindre sur scène. David Besson, chef du département hydrométrie, maintenance et données à la DREAL Centre-Val de Loire. Bienvenue, merci d'être avec nous. Alain Saada, directeur régional Centre-Val de Loire au BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Et Mathilde O'Haraud, chef de projet gestion quantitative de la ressource en eau et changement climatique à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci à tous les 3 d'être présents à nos côtés. Je signale à nos spectateurs d'une part qu'il y aura un temps d'échange, puisque nous sommes peu nombreux, on aura le temps sans doute d'échanger par des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à noter des interventions pour la fin de cette conférence. Et par ailleurs, cette conférence est également filmée et enregistrée, et elle sera retransmise sur la chaîne YouTube de Cyclo dans quelques jours, courant de semaine prochaine. Donc vous pourrez revisionner tout ça et peut-être même faire pause quand ça va un peu vite dans les présentations. Encore une fois, merci. Avant de commencer à débattre, je vous propose qu'on regarde ensemble. On avait évoqué ce petit film explicatif sur les enjeux de la gestion de la ressource. Donc on va regarder ça tout de suite. L'écran va bouger. Et on va voir ce petit film de présentation. Comment agir pour assurer une gestion de l'eau efficace et pérenne ? Sur les différents territoires du bassin Loire-Bretagne, l'impact du changement climatique sur la ressource en eau est concret. Professionnels ou particuliers, nous sommes tous témoins des restrictions d'usage de l'eau. Nous avons longtemps considéré l'eau comme une ressource abondante. Est-elle désormais menacée ? Pour mieux comprendre, remontons à la source. Au cours de son cycle naturel, l'eau issue des précipitations ruisselle, s'infiltre et s'écoule pour alimenter les milieux aquatiques. Mais l'eau n'est pas disponible de manière égale partout. La pluviométrie varie d'un territoire à l'autre. Les reliefs et la nature du sous-sol jouent un rôle important dans le cycle de l'eau. Chaque territoire est différent. L'eau est indispensable à nos usages. L'alimentation des populations en eau potable, l'irrigation des cultures, l'assainissement des villes et villages, les activités économiques et, parfois, la production d'énergie. Mais nos usages sont inégalement répartis sur le territoire. Ce n'est pas toujours là où l'eau est abondante que l'on en consomme le plus. Des usages mal maîtrisés peuvent dégrader la qualité et la quantité de l'eau et altérer le fonctionnement des milieux aquatiques sur le long terme. Pourtant, ce sont les milieux aquatiques qui nous fournissent l'eau que nous utilisons au quotidien. Si nous ne les préservons pas, nous serons tous perdants. Et le changement climatique dans tout ça ? Ces effets sur le cycle de l'eau viennent s'ajouter aux impacts existants liés aux usages. Les milieux se dégradent et les relations entre les usagers se tendent. Il est urgent d'améliorer la gestion de l'eau de façon locale afin d'assurer un partage équilibré entre les différents usages qui respectent les milieux aquatiques et leurs besoins spécifiques. Nous sommes tous concernés. Pour garantir la vie sur nos territoires, définissons une politique locale de partage de l'eau. Il est essentiel de réunir l'ensemble des usagers pour partager les attentes et les contraintes de chacun. Il faut également bien connaître le territoire, sa ressource, ses milieux aquatiques, leurs spécificités et leurs besoins. Et pour assurer localement la pérennité de la gestion de l'eau, il faut intégrer à ces éléments l'impact du changement climatique. Ces connaissances peuvent être acquises et capitalisées grâce aux analyses HMUC, hydrologie, milieu, usage, climat. Une fois les constats partagés entre les acteurs, vient le temps des décisions pour améliorer la gestion de l'eau sur les territoires. L'objectif pour tous, préserver les milieux aquatiques, source de nos usages. Ensemble, préservons l'eau.
Alors, merci à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne de nous avoir prêté cette petite vidéo qui résume bien les enjeux. David Besson, nous allons commencer avec vous, qui vous exprimez pour la DREAL. Vous allez nous expliquer comment déjà peut-être vos services sont organisés, afin qu'on comprenne comment vous travaillez sur ce sujet de la mesure de la ressource. On vous écoute. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup. Je vais effectivement commencer par vous rappeler un peu les problématiques sur le bassin pour la mesure des débits des cours d'eau et l'organisation qui est celle que nous avons mis en place pour mesurer ces débits. Tout d'abord, on a une géographie, une géologie et une climatologie extrêmement contrastées sur le bassin qui conduit à avoir des problématiques contrastées en termes d'hydrologie avec des crues et des événements cévenols extrêmement violents à l'amont et un territoire aux crues lentes en aval avec un limageur endigué et les risques de rupture de digues associés. En termes d'étiage, le contraste est tout aussi fort avec des étiages extrêmement sévères sur l'aval avec un exemple sur la diapo, sur la photo à droite. Des débits de 1949 où la Loire était presque à sec, à peine une dizaine de mètres cubes par seconde, et plus localement, mais plus régulièrement, des systèmes karstiques avec une photo de l'Airain à Crosse en haut à gauche, là, dans la région de Bourges, ou sur la nappe de Beauce en bas à gauche, plus récemment, des étiages qui deviennent vraiment récurrents et où les assecs ne sont plus exceptionnels, mais c'est plutôt la durée des assecs qui permet de désormais mesurer la gravité des étiages avec un étiage qui a duré par exemple du mois de mai au mois de novembre 2019 sur le Puiseau, sur la nappe de Beauce. Les enjeux sont bien entendu liés à la protection civile avec en haut à gauche un exemple des PHEC sur la ville de Tours et les barrages écrêteurs comme Villeray qui servent à la gestion de ces événements, mais également sur l'étiage avec l'agriculture et les centrales nucléaires associées. En termes d'organisation, pour répondre à cette mission de production de données, il s'agit avant tout de réaliser la maîtrise d'ouvrage d'un réseau de mesures hydrométéorologiques sur le bassin, ce qui constitue la mesure de hauteur d'eau, de jaugeage, c'est-à-dire une mesure ponctuelle de débit sur les cours d'eau, et la réalisation de courbes de tarage, qui sont la relation entre la hauteur et le débit au droit de ces stations. L'ensemble de ces données sont bancarisées et critiquées en temps réel et envoyées à disposition sur des serveurs. Et l'ensemble de ces activités nécessite une astreinte H24 de toutes les équipes pour assurer de la production en continu. En termes d'utilisation, il y a les services de l'État, bien entendu, pour la gestion quantitative de l'eau et la sécurité civile pour les crues. Les principaux gestionnaires d'ouvrages pour les barrages, l'établissement public Loire, EDF, les collectivités, ou les ouvrages de navigation pour AVNF. Et bien entendu, les maîtres d'ouvrage ou les bureaux d'études pour toutes les études et projets divers qui peuvent être effectués et qui utilisent ces données ou le grand public. En termes de répartition sur le territoire, vous pouvez voir sur la carte à gauche qu'on a 4 antennes sur notre territoire d'action qui permettent d'être au plus près des territoires et des temps de réaction de moins d'1h30 sur l'ensemble de nos stations en cas de crise hydrologique. Cette diapo résume à elle seule finalement ce qu'il faut retenir de ce que je vais vous dire. C'est vraiment le plus important. On voit ici le schéma qui explique comment on produit de la donnée hydrométrique, c'est-à-dire qu'on commence par mesurer de la hauteur d'eau en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle un limnigramme. C'est le petit graphe en haut à gauche avec la courbe en bleu. La deuxième étape consiste à mesurer ponctuellement des débits au droit des stations de mesure pour obtenir des couples hauteur-débit qu'on appelle des jaugeages. C'est les petites croix noires sur le graphique en bas à gauche. Donc vous voyez qu'il y a une très grosse densité de points dans les eaux moyennes. Et sur les parties hautes et basses, on a très peu de points, parce qu'il est assez compliqué de mesurer des débits sur d'effectuer des jaugeages sur les débits extrêmes. Donc ces courbes de tarage sont soit extrapolées sur les parties basses et hautes, soit on a la chance d'avoir quelques mesures. La courbe en verte représente la courbe de tarage que je viens de citer. C'est un modèle simple qui représente la relation entre la hauteur et le débit. Et cette courbe de tarage permet de convertir le limnigramme en haut à gauche en bleu en hydrogramme, qui est donc le débit en fonction du temps. L'hydrogramme, c'est ce qu'on utilise quotidiennement, que tous les usagers utilisent pour faire de la prévision des crues, pour faire des statistiques. C'est l'usage quotidien qu'on a, c'est le débit en fonction du temps. Donc dans la suite de mon exposé, je vais vous détailler chacune de ces petites vignettes, à commencer par la vignette sur la limnigraphie en haut à gauche. Donc pour effectuer un limnigramme, on met en place un réseau de stations de mesure sur l'ensemble du territoire. Donc un réseau de stations de mesure, c'est quelque chose de vivant qui doit s'adapter aux enjeux qui fluctuent dans le temps, à la capacité de réaliser des mesures. Donc une station de mesure, c'est avant tout une échelle. Donc une échelle, c'est une référence qui est mise au droit d'une section d'une rivière. Donc on peut voir en bas à gauche des échelles qui peuvent être positives ou négatives. En fonction de l'évolution du lit, on peut avoir des incisions de plus de 2 mètres, 2,50 mètres sur la Loire par exemple, donc qui nous ont conduit à mettre des échelles négatives.
Et sinon, l'échelle est associée à un moyen automatique de lecture de cette échelle, donc qui sont des capteurs qui peuvent être soit émergés comme un radar qui mesure le tirant d'air, ou immergés comme une sonde qui mesure la hauteur d'eau au-dessus du capteur. L'ensemble de ces données sont bien entendu télétransmises en temps réel, donc on a des stations au droit de tous nos sites de mesure qui nous permettent d'avoir des boîtiers d'acquisition, des systèmes de transmission. Donc on a des systèmes de transmission IP classiques auprès des opérateurs téléphoniques ou des transmissions par radio qui nous permettent de gérer au sein de l'Adrial Centre notre propre réseau radio pour avoir une plus forte résilience en cas d'événement extrême. Et un atelier d'énergie qui nous permet également d'avoir de l'autonomie sur au minimum 72 à 96 heures. Par l'intermédiaire de panneaux solaires et de batteries associées, en plus de la connexion au réseau RDF. Donc une fois qu'on a effectué la limigraphie, je vous ai dit la deuxième étape, c'est d'effectuer des jaugeages, donc la mesure ponctuelle de débit au droit des stations. Donc là, je vous ai représenté le petit graphe avec les croix. Sur le graphe, là, je vous ai surtout représenté, en fait, pour chacune des différents types de cours d'eau auxquels on a affaire sur le territoire. Je vous ai dit qu'on avait une très grande diversité de cours d'eau et en fonction des gammes d'eau qui sont rencontrées sur ces cours d'eau, on doit adapter les matériels de mesure. Donc on a tout un panel de matériel de mesure pour s'adapter à ces conditions d'écoulement, notamment les profondeurs et les vitesses qui peuvent être extrêmement différentes. Donc là, sur les schémas, je vous ai représenté une méthode qui est l'exploration du champ de vitesse, qui est une des plus classiques, et puis quelques matériels pour les bases eaux, vu qu'on focalisait la présentation sur les bases eaux, donc avec un opérateur que vous pouvez voir dans l'eau là, qui mesure à l'aide d'un décamètre la largeur de la section, la profondeur à l'aide d'une perche, et qui va ponctuellement mesurer des vitesses à l'aide du moulinet, qui est le petit hélice en bas à gauche. Et une des deuxièmes techniques qui est la plus utilisée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un ADCP, pour Acoustic Doppler Current Profiler, qui est l'appareil en haut à gauche. Donc c'est un petit appareil, un petit flotteur, donc on l'utilise de toutes les tailles, toutes les formes, qui permet, en faisant des traversées rive gauche, rive droite sur la rivière, d'explorer la bathymétrie et le champ des particules, la vitesse des particules dans l'eau. En termes de résultats, on va avoir ce type de résultat. Donc en haut à droite, c'est ce qu'on obtient à l'aide d'une perche. Donc on retrouve les petites verticales et les points de mesure. Et en bas à droite, c'est ce qu'on obtient avec un ADCP, où on a un profil de vitesse entier dans la section. Une fois qu'on a effectué ces jaugeages, il s'agit de tracer ce qu'on a appelé la courbe de tarage. Donc c'est ce modèle simplifié qui permet de faire la relation entre la hauteur et le débit. Sur le schéma du bas, je vous ai représenté l'échelle de mesure qui correspond à la partie la plus simple de la station de mesure. Et l'on peut voir à gauche la section d'une rivière représentée par un profil en travers et à droite la section d'une rivière représentée par un profil à long. Et ce schéma vous explique un peu qu'est-ce qui va conditionner la hauteur d'eau enregistrée à une échelle. C'est ce qu'on appelle un contrôle hydraulique. Si vous regardez les premiers petits pointillés, là, qu'on est en autour de 10 cm sur l'échelle, ce qui correspond à environ 100 litres par seconde dans la section du profil en travers, la hauteur d'eau à l'échelle est conditionnée par le premier petit amas de cailloux en aval de l'échelle. Donc c'est ces amas de cailloux, ces éléments physiques de la rivière qui vont contrôler la hauteur à l'échelle. Lorsque l'eau va augmenter dans la section, donc par exemple 1 mètre cube par seconde, on va être à 30 cm sur l'échelle et on voit que ce premier amas de cailloux va être complètement noyé et c'est un amas de cailloux plus en aval qui va lui contrôler la hauteur d'eau à l'échelle. Et ainsi de suite au fur et à mesure on remonte. Donc on va passer de différents contrôles hydrauliques qu'on appelle sections pour les premiers, là section numéro TA1, à des contrôles chenaux lorsque le chenal est rempli. Et là c'est plutôt la configuration du chenal, sa largeur, sa profondeur, sa pente et sa rugosité qui vont définir la relation entre la hauteur et le débit. Tout ça pour vous dire que ces éléments physiques, ils évoluent dans le temps. À chaque fois qu'on a une crue, à chaque fois qu'on a des éléments dans la rivière, ces contrôles physiques qui vont induire cette relation hauteur-débit, elle est amenée à fluctuer. C'est ce qu'on appelle un détarrage. Vous avez un exemple sur le schéma en bas à droite. Vous avez un ensemble de points noirs et verts, là, qui sont les jaugeages ponctuels qui ont été établis, et la courbe de tarage en vert. Donc c'était une courbe de tarage qui préexistait sur une station. Et suite à des travaux sur cette station, à l'aval de cette station, on a dû tracer une nouvelle courbe de tarage parce que les éléments physiques qui conditionnaient cette relation hauteur-débit ont été modifiés. Donc on a deux types de détarrages. Des détarrages fixes qui sont liés aux crues qui peuvent être morphogènes, à des travaux, des incisions, du remblaiement du lit, ou des détarrages transitoires ou saisonniers qui peuvent être liés à des éléments dans la colonne d'eau comme la végétation ou des embâcles. Et on va se focaliser un peu sur ces éléments de détarrage transitoire parce qu'ils sont extrêmement impactants en période d'étiage. Voilà ce qui passe dans nos cours d'eau en région centre et puis à plein d'autres endroits en France. On a des cours d'eau qui sont complètement envahis par la végétation aquatique. En période d'étiage, normalement, on a un tarissement lent et régulier de nos cours d'eau tant qu'on n'a pas de pluie.
Or, ce qu'on observe, nous, ce n'est pas un tarissement lent, une diminution de la hauteur d'eau, mais c'est une augmentation de la ligne d'eau en période d'étiage alors qu'il ne pleut pas. Et ceci est lié à l'augmentation de la croissance végétale dans les cours d'eau. On peut avoir une augmentation jusqu'à 20-25 cm de la hauteur d'eau, y compris sur le Cher ou la Loire, alors que les débits sont en train de diminuer. Donc notre relation hauteur-débit, dont je vous ai parlé précédemment, ne fonctionne plus du tout. Donc on est dans un détarrage saisonnier lié à la végétation. D'autres types de détarrage sont également assez présents. Donc les castors qui avaient disparu sont désormais très bien établis en région Centre-Val de Loire. Donc on a environ 10% de nos stations aujourd'hui qui sont impactées par les castors et je pense que ce chiffre va continuer à augmenter. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'implantation du castor, c'en est une moins bonne pour nous et pour les usagers également par voie de conséquence. Pour information, là, l'exemple de la station de la Hierval sur l'Ardoux, en bas à droite, on avait à peine 10 litres par seconde qui s'écoulaient. Et vous voyez qu'on a une lame d'eau de plus d'1,50 m effectuée par la retenue réalisée par le castor. Donc ils sont particulièrement efficaces. Je peux vous garantir qu'il n'y a aucune fuite sur le barrage. Et l'homme n'est pas en reste. Hein. Un des grands plaisirs en période estivale, lorsqu'on est au camping, c'est d'aller faire des barrages avec ses enfants dans la rivière. Et malheureusement, quand il y a une station de mesure à proximité, l'influence est non négligeable et nos débits sont complètement erronés. Un dernier point extrêmement important sur la courbe de tarage, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. La sensibilité de la courbe de tarage, c'est la variation relative de débit pour 1 cm de variation de hauteur d'eau. Si vous regardez le graphe en bas à gauche, la courbe qui est tracée en bleu représente cette variation relative de débit pour 1 cm de variation de hauteur. Les axes verticaux qui sont en vert représentent les grandeurs caractéristiques statistiques des cours d'eau. Donc à droite, on a Q2, Q5, Q10 qui représentent les crues de période de retour 2 ans, 5 ans et 10 ans. On a le module qui est la moyenne interannuelle pour une station. Et à gauche, on a la valeur caractéristique d'étiage qui est le QMNA5. Je vous demande de vous focaliser sur cette valeur du QMNA5. On peut voir en bas, on peut voir le trait de la courbe en bleu où on a une variation, donc une sensibilité, une variation relative du débit pour 1 cm d'eau qui est de l'ordre de 5 à 10% pour toutes les hautes eaux jusqu'à peu près au module. Et après, on voit cette sensibilité qui augmente énormément pour atteindre quasiment 95 voire 100% de variation de débit pour 1 cm. C'est ce qu'on comprend peut-être un peu mieux sur l'image de droite, où on a la station de Gouzon sur la Voueize. On a 3 arches qui font 10 mètres de large et on a à peine 2 cm d'eau sur la ligne d'eau. Ça veut dire que si on enlève 1 cm sur cette ligne d'eau, on va diviser le débit par 2. C'est ça qui veut dire qu'on a 100% de variation de sensibilité. Ça veut dire que pour 1 cm d'eau en moins sur cette station, on multiplie ou on divise par 2 le débit. Donc autant vous dire que nous, quand on a une échelle linémétrique qui est graduée au centimètre et que la précision de notre capteur est centimétrique, notre précision sur les débits est de plus de 100%. Donc dans ces cas de figure, on essaye quand même de faire quelque chose pour améliorer la situation. Donc sur cette station, on a eu la chance de pouvoir réaliser la fermeture de 2 des arches pour les bas débits. Et sur la 3e arche, vous pouvez voir la photo en bas à gauche où on a également contraint l'écoulement par une contraction pour limiter l'écoulement à 1 mètre de large. Donc les conséquences sont immédiates. Sur la courbe qu'on retrouve à droite, la sensibilité qui était à plus de 90% pour 1 cm de variation au QMNA5 est descendue à 15% de variation. Donc désormais, sur cette station, on est capable de produire du débit en étiage dans de bonnes conditions grâce à cet aménagement physique du cours d'eau. Un focus désormais sur les incertitudes. Je vais vous demander de vous remémorer un peu toutes les étapes de production là, que je vous ai citées. Parce que toutes les incertitudes se cumulent malheureusement pour produire du débit. Je vous ai parlé du capteur, donc c'est une mesure physique. Un capteur a une incertitude, une certaine précision et peut dériver dans le temps, donc ça génère des incertitudes. La donnée hauteur, vous avez vu, elle peut être influencée par de la végétation, des embâcles, donc on a des influences aval qui ajoutent de l'incertitude sur la mesure de hauteur. Les jaugeages sont également une mesure physique avec une certaine précision et les conditions même de mesure des jaugeages induisent de l'incertitude. La courbe de tarage n'est qu'un modèle, donc est liée par construction à des incertitudes. Et en plus, on a vu qu'on peut avoir des détarages sur ces courbes. Donc ponctuellement, on peut passer d'une courbe à l'autre. Et donc le calcul final qui donne du débit est donc forcément incertain parce qu'on cumule la somme de toutes ces incertitudes. Et vous l'avez compris, à cause de la sensibilité, cette incertitude est particulièrement élevée pour les basses eaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer de remédier à cette situation qui est quand même extrêmement défavorable? Une fois qu'on a publié cet hydrogramme, qui sert à l'ensemble de nos usagers pour les usages que j'ai cités préalablement, il nous sert également à nous, en tant que personnes producteurs de données, pour faire de la supervision et faire ce qu'on appelle des analyses de cohérence. Donc, via des modèles simplifiés, on fait des analyses avec des stations voisines, des stations amont-aval, des confluences,
qui, associés à l'ensemble de nos mesures de terrain, nous permettent de mettre en place des actions correctives, c'est-à-dire recaler des capteurs, mettre à jour des courbes de tarage au plus vite lorsqu'on franchit des seuils, et ou des courbes de correction des influences lorsqu'on a des barrages de castors ou de la végétation. Voilà, donc on essaie d'agir au plus vite pour essayer de limiter l'influence de ces incertitudes. Ce schéma vous représente l'ensemble des ce qu'on appelle des recalculs sur nos données, c'est-à-dire que lorsqu'on prend des mesures correctives pour améliorer nos données, il y a 3 cas de figure. Donc le premier cas de figure en haut, c'est qu'on n'a détecté aucune anomalie dans notre supervision, donc on publie les données telles quelles et on considère que nos données peuvent être prévalidées. Dans le deuxième cas, on détecte des déconnances sur nos capteurs. Donc dans ce cas-là, on peut procéder à des recalages des données, mais dans ce cas-là, on va recaler l'historique de nos données. Et c'est la même chose pour les courbes de tarage ou les courbes de correction qui vont induire des recalculs sur nos débits historiques. Et donc, dans ce cas-là, on publie les données qui sont recalculées et on communique notamment aux usagers qui sont connus comme étant usagers de ces stations. On communique le fait qu'on ait recalculé nos infos. Pardon de vous couper, mais ça veut dire que le calcul de données, vous dites RAS, il est automatique et qu'il faut un déplacement humain, une constatation humaine pour l'anomalie, nécessairement ? Alors oui, c'est-à-dire qu'on fait une analyse, oui et non, c'est-à-dire qu'on fait une analyse de cohérence, donc ça se passe au bureau. Oui. Et en parallèle, on a des tournées préventives, donc ça part du terrain ou ça part du bureau, où on détecte une incohérence. Si c'est au bureau, soit on est capable de corriger au bureau, et dans ce cas-là, on le fait tout de suite et on en informe les usagers. Soit on suspecte une incohérence, et dans ce cas-là, on déclenche une action curative sur le terrain en complément des actions préventives qui sont mises en place. Okay. Mais souvent, il s'agit d'aller sur le terrain, effectivement, pour faire une mesure de débit, vérifier la cohérence des courbes de tarage ou du recalage du capteur. Merci. Un exemple de ce que j'appelle recalcul, pour bien préciser les choses et les impacts pour les usagers. Vous avez en rouge la courbe qui était publiée en temps réel. Donc c'est sur la station tout à l'heure où il y avait de l'herbe, c'était tout vert, là c'était une véritable prairie dans le Cher, c'était sur la station de Vierzon. La courbe en rouge, vous voyez, elle franchit 2 seuils qui sont matérialisés en bas. C'est les seuils d'alerte et les seuils de crise de gestion pour la prise des arrêtés sécheresse. Vous pouvez voir qu'au 17 mai puis au 22 mai, on a franchi le seuil d'alerte puis le seuil de crise. Et le 23 mai, on a pu aller sur le terrain pour réaliser une mesure. Alors je ne sais plus si c'est une tournée préventive ou suite à de la supervision qu'on a détecté cette mesure, qu'on a déclenché cette mesure. Mais lors de cette mesure, on s'est aperçu que nos débits n'étaient pas bons. On les a corrigés. Donc on voit qu'à posteriori, les débits en rouge ont été recalculés. On n'était pas à 4,5 m3, mais 5,5 m3. Et on a dû recalculer les débits qui étaient précédemment publiés. C'est la courbe en bleu. Et on voit que la courbe en bleu n'a franchi aucun des 2 seuils. Donc si, par exemple, la DDT du Cher avait pris des arrêtés sécheresse considérant que nos données temps réel étaient fiables, sans s'assurer auprès de nous qu'on a effectué une mesure suffisamment proche, forcément la prise des arrêtés était malheureusement malvenue et ils sont obligés à posteriori de revenir sur leur décision en expliquant que c'est lié à un recalcul de données. Donc les impacts sont quand même extrêmement importants. Et vous avez vu que par rapport à la sensibilité, de passer de 4,5 à 5,5 m3, en fait, il y avait peut-être juste un décalage de capteur d'1 centimètre ou juste une croissance végétale en l'espace de 15 jours qui avait fait que la végétation, notre courbe de tarage n'était plus bonne. C'est plutôt mieux dans ce sens-là ? Je veux dire d'être trop restrictif qu'à l'inverse, de sous-estimer une situation. Ça dépend de quel côté on est. C'est beaucoup mieux pour le milieu, on est d'accord. Ouais. L'impact financier pour les agriculteurs peut être extrêmement fort. Du coup, je ne sais pas. Non, en fait, c'est bien pour personne. Je pense que meilleure est la donnée disponible lorsqu'on prend la décision, meilleure est la solution. Okay. Et je vais terminer cette présentation par 3 diapos sur les vecteurs de communication des informations pour vous mettre à disposition de l'ensemble des usagers ces données. Donc, en premier lieu, c'est l'hydroportail, qui est désormais le portail national qui permet d'accéder à l'ensemble des données temps réel, à l'ensemble des données historiques et bien entendu à l'ensemble des statistiques sur les stations. Donc, ce portail vient d'être rénové. Il y a désormais une carte interactive qui permet d'accéder à l'ensemble des stations du réseau de mesure en France. Deuxième type d'informations, c'est des informations qui sont mises en direct sur le site de l'Adréal, qui sont spécifiques pour l'étiage, où on publie des tableaux qui permettent de comparer les seuils de gestion aux données observées en temps réel, qui donnent à voir toutes les sources d'incertitude que je vous ai explicitées précédemment, donc à savoir la date des derniers jaugeages, l'influence que peuvent avoir les stations et la sensibilité de la courbe de tarage, pour que les gestionnaires aient bien en tête les problématiques potentielles sur ces stations. On met également à disposition des prévisions de débit, donc à 15 jours sur la base des prévisions météo et jusqu'à 90 jours sur la base de modèles hydraulogiques. Et enfin, on effectue les petits graphes là, qui sont à droite, qui permettent d'effectuer des comparaisons des débits temps réel observés par rapport aux années passées.
Donc, par rapport à un franchissement de seuil, donc, sur l'axe des X, vous avez le nombre de jours passés en dessous d'un seuil. Sur l'axe des Y, l'intensité du franchissement de seuil, ce qui vous donne graduellement en haut à droite des bulles de plus en plus fortes en fonction de la gravité de la situation d'étiage. Là, on peut voir par exemple l'année 2022 à Bassan-Basset sur la Loire-Amont, qui a été quasiment l'année la plus sévère depuis 1900 où on enregistre des données à cette station. Et dernier site qui permet de la mise à disposition de données donc spécifiques à l'étiage également. Donc ce site c'est un site national qui a vocation à remplacer les différents sites des DREAL. Toutes les DREAL font des sites particuliers pour l'étiage. Donc là, c'est un site national qui offre également comme hydroportail une cartographie dynamique d'accès aux données, avec des pastilles de couleurs en fonction des franchissements des seuils sur les stations, des cercles sourds des pastilles pour indiquer la fiabilité de la donnée de ces stations, des tableaux pour indiquer les franchissements de seuil et des courbes avec des couleurs différenciées en fonction du statut de la donnée, si la donnée est prévalidée, validée ou brute, des prévisions issues des prévisions prémices, un faisceau d'incertitude en fonction de la fiabilité et puis les seuils de gestion d'étiage qui sont rappelés sur les axes en bas. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je vous remercie. Puis j'illustre un peu la thématique de l'étiage avec cette photo malheureusement du Cher en 2019, là, sur l'amont du bassin, donc à Chambonchard. Donc on est à quasiment 500 km² de BV quand même, donc à sec. Merci beaucoup. Vous nous disiez, vous avez cité plusieurs fois le mot incertitude, vous nous disiez lors de la préparation que ces incertitudes, elles étaient grandissantes. Pourquoi ? Alors elles sont grandissantes dans nos usages parce que on passe désormais, hormis cette année qui est complètement atypique et puis peut-être l'année 2021 un peu, sinon depuis 2015 je pense qu'on passe environ 9 mois sur 12 dans situation d'étiage. Donc pour nous ça devient quand même une problématique extrêmement forte d'être dans des conditions aussi incertaines de publication de nos données quasiment 9 mois sur 12, c'est très compliqué. Et le deuxième aspect, vous l'avez vu, c'est les influences temporaires, que ce soit la végétation, que ce soit les embâcles par défaut d'entretien du lit, que ce soit le développement du castor, même si c'est une bonne nouvelle en soi. En fait, on a quand même des impacts en base eau qui sont démultipliés et compte tenu de la sensibilité, ça c'est un paramètre physique de la station, mais compte tenu de cette sensibilité extrêmement faible à l'étiage, toutes ces conditions exacerbent l'incertitude en base eau. Donc en fait, pour nous, ça devient vraiment une problématique majeure. Et aujourd'hui, une des difficultés, c'est qu'on ne publie pas en temps réel cette incertitude. Donc on donne à voir un certain nombre de faisceaux qui servent à expliquer les sources d'incertitude, mais on ne publie pas en tant que tel la donnée avec de l'incertitude. Donc tous nos usagers utilisent aujourd'hui la donnée comme étant exacte, fiable, ce qui n'est malheureusement pas le cas en période d'étiage. Merci beaucoup pour ces précisions, David Besson, et puis de mettre aussi clairement en avant le travail de la DREAL sur le terrain et en dehors, on l'a vu. Alain Saada, les données, la mesure, on sait que ça fait partie du cœur de métier du BRGM. Expliquez-nous, en particulier sur la région Centre-Val de Loire, comment vous travaillez. Oui, donc après les eaux de surface, on va passer aux eaux souterraines. Donc sur cette première diapo, c'est un peu pour donner des ordres de grandeur. Vous voyez que sur l'ensemble de la ressource en eau qu'on a sur la planète, il n'y en a que 2,5% qui sont de l'eau douce. Tout le reste, c'est de l'eau salée qui est contenue dans les mers, les océans. Sur ces 2,5% d'eau douce, la grande majorité constitue les glaciers. Donc c'est de l'eau qui n'est pas directement utilisable en tant que telle pour les besoins de tout le monde. Et le reste, on va avoir une toute petite partie de cette eau douce, donc 0,4% qui représente les eaux de surface, dont on parle beaucoup, donc les lacs, les rivières, etc. On vient d'avoir un bel exposé là-dessus. Et 30% de cette eau douce, donc c'est vraiment la partie cachée de l'iceberg, on va dire, c'est les eaux souterraines. Et c'est ce qui nous, c'est la surveillance et la modélisation du devenir de ces eaux souterraines qui constitue le travail du BRGM. Alors, les eaux souterraines, c'est une ressource qui va être prélevée pour remplir un certain nombre d'usages et puis qui va se reconstituer par l'infiltration dans le sol des eaux de pluie, donc des précipitations, c'est le grand cycle de l'eau. Alors, ce que montre la figure qui est présentée ici, c'est que cette reconstitution, cette infiltration depuis le sol jusqu'à la nappe des eaux de pluie,
ne se déroule pas de manière uniforme dans l'année, mais c'est uniquement réservé à la période où la végétation est en dormance, c'est-à-dire en gros pendant l'hiver, il n'y a pas de végétation, donc là l'eau de pluie qui tombe va pouvoir s'infiltrer dans les sols et rejoindre la nappe. Dans le reste de l'année, eh ben, l'eau va tomber, mais elle va directement être consommée par les végétaux et on n'aura plus cet effet de recharge, quoi. Donc en gros, à la fin de l'hiver, on va avoir dans les nappes les quantités d'eau qui vont nous être utiles pour passer l'été. Alors à quoi elles servent ces eaux souterraines? Vous avez ici quelques illustrations. Là, le premier rôle de l'eau souterraine, c'est le soutien des cours d'eau. Il faut bien se dire qu'en été, quand il ne pleut pas, l'eau que vous allez trouver dans vos rivières, c'est l'eau des nappes qui est en connexion avec les rivières. Et puis dans certains cas, l'eau des lâchers de barrage, c'est un peu le cas sur la Loire par exemple. Mais c'est essentiellement de l'eau souterraine que vous allez retrouver dans les rivières. Donc évidemment, si la nappe elle baisse, elle ne pourra plus alimenter la rivière et on va se retrouver avec une rivière à sec. Alors, outre ce rôle de soutien des cours d'eau, il y a différents usages, on va dire, humains qui sont aussi soutenus par ces eaux souterraines. Le plus important, l'eau potable. On voit qu'en région Centre-Val de Loire, c'est 90% de l'eau qu'on a dans nos robinets qui proviennent de ces eaux souterraines. On a la chance en région Centre-Val de Loire d'avoir de nombreuses nappes et d'avoir quand même moins de soucis que d'autres régions là-dessus. Et puis le reste, c'est l'eau industrielle et l'eau agricole. Et là, c'est environ 50% de l'eau qui provient des eaux souterraines et 50% qui provient des eaux de surface. Alors si maintenant on regarde, c'est sur les camemberts à côté, la répartition en volume pour les différents usages, on va voir qu'en moyenne annuelle, on a une grosse moitié de l'eau souterraine prélevée qui est pour l'usage agricole, 40% pour l'alimentation en eau potable et le reste pour l'industrie. Et par contre en été, c'est-à-dire à la période où les nappes sont les plus basses, là c'est les 3/4 des prélèvements qui proviennent de l'agriculture, des usages agricoles, et un quart pour l'alimentation en eau potable. Alors comme je vous le disais, en région Centre-Val de Loire, on a la chance d'avoir un certain nombre de nappes importantes. La plus connue étant peut-être celle qui est décrite en rouge sur la carte, la nappe de Beauce. Mais voilà, vous en voyez qu'il y en a plusieurs autres. En vert foncé, on est sur la nappe de la Craie. En vert clair, c'est la nappe du Cénomanien, etc. Et si on fait une coupe sur la carte, on voit que ces nappes se superposent en fait. Donc toutes les zones colorées, c'est l'une ou l'autre des nappes que je viens de vous décrire, avec une séparation entre ces nappes. De zones imperméables qui séparent les nappes des unes des autres. Alors les usages agriculture eau potable, il faut bien se dire que là la coupe elle va jusqu'à je vois pas bien l'écran, mais c'est en gros 2 km de profondeur, donc les usages c'est vraiment dans les 100 premiers mètres qui se font, quoi. Voilà, les nappes les plus profondes, elles ne vont pas avoir un intérêt directement pour l'eau potable ou l'agriculture, mais par contre, c'est des nappes qui peuvent avoir un intérêt, par exemple, pour la géothermie, parce que plus on descend, plus l'eau qu'on va trouver est plus ou moins chaude. Mais je m'égare. Voilà, donc ces nappes en région Centre-Val de Loire, le BRGM les surveille. Donc on a un réseau de suivi, donc c'est des piézomètres. Vous avez une petite photo qui montre un piézomètre, donc c'est un puits qui descend jusqu'à la nappe qu'on veut surveiller. Dans ce puits, on met un capteur. Alors, comme ce que présentait l'Adréal, les données sont enregistrées en continu par le capteur, sont télétransmises, elles nous arrivent au BRGM quasiment en temps réel. Et donc nous, on va les valider et les diffuser sur un site qui s'appelle Hades, où sont capitalisées toutes les données de surveillance de niveau des nappes.
Alors une fois par semaine, on valide les données, et les données passent d'un statut de données brutes à données validées. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces données? Alors au niveau national, on les valorise à travers un bulletin de situation nationale qui est édité par le BRGM. Donc c'est la carte de la France métropolitaine avec la situation globale des nappes. Qui est devenu ces derniers mois et années dans les médias Oui. un rendez-vous attendu. Oui, effectivement, depuis ces dernières années, le changement climatique joue en la faveur du BRGM et les gens s'intéressent curieusement beaucoup plus à l'eau quand il y en a peu. Donc effectivement, les cartes sont diffusées, vous en aurez une illustration tout à l'heure. Pour la région Centre-Val de Loire, nos données qui ont été validées dans Hades, c'est les collègues de l'Adréal qui les récupèrent, qui s'en servent pour calculer des indicateurs. C'est la carte avec les triangles rouge, jaune. Là, ce n'est pas une carte actuelle, hein. C'est une carte de l'été 2022 quand on était en période assez tendue. C'est pour ça que les couleurs sont plutôt dans le rouge. Aujourd'hui, on est plutôt dans le bleu et c'est parti pour durer encore quelques jours. Voilà. C'est curieux d'ailleurs de choisir un jour comme aujourd'hui pour parler d'étiage, de sobriété et de sécheresse. Il y a une petite dissonance, mais après, voilà, il vaut mieux en parler. Il faut continuer d'en parler. Il faut quand même rester là-dessus. Alors, ce qu'il y a sur le petit graphique avec les ondulations là, qui est présenté en dessous, c'est assez intéressant. C'est pour montrer que nous, on va bancariser dans Hades une donnée par jour. Par contre, notre surveillance à un pas de temps horaire peut avoir un intérêt également. Donc là, sur la figure, les petits points en bleu, c'est les données de notre piézomètre pendant une période de sécheresse. Et les ondulations, en fait, c'est quand la nappe remonte, c'est qu'on est en période où on n'a pas le droit d'irriguer. Et quand la courbe redescend, c'est que c'est les périodes sur lesquelles l'irrigation est permise. Et donc, en suivant ça, un pas de temps relativement resserré comme ça, ça permet de s'assurer que les restrictions d'usage sont suffisantes. Parce que vous voyez que d'un jour à l'autre, en fait, on reste à peu près sur les mêmes niveaux et niveaux bas. Donc, ça veut dire qu'on arrive à reconstituer la nappe et que ce n'est pas la peine de restreindre plus les prélèvements que ça sur ce cas particulier. Donc voilà la fameuse carte nationale qui maintenant est éditée et diffusée, y compris à la télé. On est vachement fiers. Donc vous voyez que celle-là, c'est la carte du 1er septembre. Donc là, pas de surprise. On est plutôt dans les bleus. Avec quand on y regarde d'un peu plus près, environ 80% des nappes de France métropolitaine qui sont dans des situations normales ou mieux que la normale, et seulement 20% des nappes qui restent dans des niveaux inférieurs à d'habitude. Et un point rouge qui est toujours le fameux point rouge de l'Aude, dans les Pyrénées-Orientales où effectivement la situation reste compliquée. On n'est pas égaux devant la pluie. Alors, ce qui est important d'appréhender également pour bien comprendre comment fonctionnent ces nappes, c'est que d'une nappe à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes comportements et la même sensibilité, réactivité aux précipitations. Là, vous avez un cas d'une nappe plutôt réactive, c'est le calcaire du Jurassique supérieur, c'est dans l'Indre, c'est le petit carré noir sur la figure. Donc là, on a vraiment une cyclicité annuelle. Donc ça monte quand on est en période de recharge et ça descend pendant l'été quand on est en période de vidange. Par contre, vous voyez que les courbes sont quand même relativement accidentées parce qu'en fait, ce sont des nappes très réactives et la moindre pluie va faire monter les niveaux de la nappe et la moindre 2-3 jours sans pluie va tout de suite créer des artefacts en descente. Donc ça, c'est une recharge avec une cyclicité annuelle. Mais toutes les nappes ne se comportent pas comme ça. Schématiquement, ce sont celles qui sont les moins profondes, si on veut simplifier au maximum. Oui, c'est ça, et qui sont les moins épaisses aussi. D'accord. Voilà, où on a tout de suite une traduction. Là, pour la nappe de Beauce, on voit que ce n'est pas du tout les mêmes courbes. On n'a pas ces artefacts quasiment quotidiens.
On a bien les séquences, quand, les petites ondulations, quand ça monte, c'est qu'on est en période de recharge, quand ça descend, c'est les périodes de vidange. Ça, on le retrouve, mais on voit qu'on a aussi une enveloppe. Donc tous les ans, c'est les petites dents qu'on voit, et on voit qu'on a une enveloppe d'une dizaine d'années environ. On a des grands cycles comme ça. On va être plutôt dans une tendance à monter, puis plutôt dans une tendance à descendre. Donc ce type de nappes sont beaucoup moins sensibles à la fois aux précipitations qu'au manque de précipitations qu'on a pendant l'été. En période de sécheresse, on a toujours dans la nappe de Beauce de l'eau, même si on en a moins que... mais de la même manière, même sur une année très pluvieuse comme cette année, la nappe de Beauce, comme elle a subi plusieurs années auparavant, qui était plutôt sèche, eh ben, elle n'a pas retrouvé les niveaux. Une forme d'inertie un peu voilà, plus longue. C'est exactement ça, c'est une inertie. Et elle était encore en orange jusqu'à il y a pas très longtemps. Voilà pour la surveillance. Donc maintenant, l'idée c'est comment anticiper la gestion de l'eau, puisque surveiller c'est bien, mais si on attend de passer un seuil pour prendre un décret, il y a peut-être moyen de faire un peu mieux avec les connaissances qu'on a des nappes et de leur fonctionnement. Donc au BRGM, on développe 2 types d'outils. Donc ça, c'est une mission que l'État a donnée au BRGM à travers son contrat d'objectifs quinquennal. Le premier type d'outil vise à pouvoir faire des prévisions saisonnières. C'est un outil qui s'appelle Météonap, que je vais vous décrire tout à l'heure, pour un peu anticiper sur une saison les périodes de sécheresse qui risquent d'arriver, les impacts sur les nappes. Et on a un second outil qui va plutôt avoir la visée d'aller anticiper ce qui se passe à plus longue échelle, donc les problématiques de changement climatique et éventuellement les politiques de gestion de l'eau et d'aménagement du territoire. Donc ça se fait à travers des modèles maillés en 3D qui sont spatialisés, qui sont de taille plus conséquente. Alors, tout d'abord, Météonap. Comment ça fonctionne, Météonap? Eh ben, on va utiliser les piézomètres qu'on vous a présentés précédemment. On va récupérer de Météo France les données météo antérieures. On va récupérer du CHAPI les données de débit de cours d'eau antérieurs. Et on a les données de nappe qui viennent du réseau piézométrique. Donc ça, c'est les données qui alimentent Météonap. À partir de là, on va construire des modèles globaux qui vont permettre d'une part dans un premier temps, on va caler ces modèles globaux sur la base des données historiques pour arriver à retrouver des courbes pluie, niveau piézo et pluie, débit des rivières. Et une fois que c'est calé comme ça, notre modèle il va pouvoir faire des prévisions. Ça veut dire si on lui rend des prévisions météo, il va pouvoir derrière restituer des prévisions de niveau de nappe. Alors, c'est des données qui sont mises à disposition de tout le monde sur un site internet qui s'appelle Météonap et qui est accessible à tous. Il suffit de se connecter et de créer un compte. Donc, pour la région Centre-Val de Loire, on a actuellement 5 points qui sont suivis sur Météonap. Donc, 3 sur la nappe de Beauce et 2 qu'on vient d'installer en 2024 sur la nappe de la Craie, un en Eure-et-Loire et un en Loire-et-Cher. Et on a pour objectif de massifier ces points Météonap sur tout le territoire. C'est un des objectifs que l'État nous a donné et on travaille actuellement. Voilà, on va voir les collectivités, les services de l'État pour voir où placer des nouveaux points. Donc, que nous donne Météonap, c'est ce que vous voyez sur la figure. Donc, le trait plein en début de courbe, c'est le niveau de nappe actuel avec un historique un peu antérieur. Donc ça, c'est ce qu'on mesure sur notre piézo.
Et à partir du moment où les courbes se séparent, ben là, c'est les projections climatiques, soit 10 ans humides, 5 ans humides, pluviométrie normale, 5 ans sec, 10 ans sec et pas de pluie du tout. Donc typiquement, on va pouvoir les superposer avec les seuils, par exemple, pour un arrêté sécheresse, et puis commencer à anticiper. Au point où on est aujourd'hui, même s'il ne pleut pas du tout, on n'aura pas atteint les seuils de sécheresse avant telle période, ou au contraire, quand on est dans des situations plus critiques, de se dire, là, dans la situation actuelle, sous 15-20 jours, on risque de franchir les seuils, et donc anticiper la gestion en prenant peut-être des mesures plus tôt pour retarder le passage sous les seuils critiques. Voilà, le deuxième outil, c'est les modèles numériques spatialisés. Donc là, sur la courbe, sur la figure, je vous ai mis les emprises des modèles qui sont actuellement existants ou en développement, on va dire comme ça, sur la région Centre-Val de Loire. Alors l'objectif du modèle maillé, ça va être d'être capable d'être un outil d'aide à la décision pour choisir la politique de l'eau sur un territoire, et également la politique d'aménagement du territoire, et un outil qui soit également capable de simuler de jouer dedans des scénarios de changement climatique pour voir que va devenir ou que peut devenir la ressource modélisée en cas d'évolution du climat. Donc au BRGM, on a deux modèles qu'on développe en ce moment. Il y en a un sur la nappe de la Craie en Eure-et-Loire, c'est le modèle en rose, et puis un autre donc celui-là, on le développe avec le conseil départemental d'Eure-et-Loire et avec l'aide des agences de l'eau, bien évidemment. Et le modèle kayak qui est sur le Cher, qui est le modèle un peu couleur crème, là, qui est également développé par le BRGM. Après, il y a d'autres modèles qui sont en préparation ou en cours, qui vont être réalisés soit par des bureaux d'études, à travers des appels d'offres, à travers des études HMUC aussi, où ça peut être l'occasion de développer un modèle. Mais ces modèles maillés, c'est un très bon outil pour aider à la définition des volumes disponibles, parce qu'on va pouvoir jouer des scénarios en disant, voilà, avec les prélèvements actuels, les niveaux de nappe, ils sont là. Qu'est-ce que ce serait si on jouait un scénario de sobriété où on enlevait 20% des prélèvements à tous les usages? On va voir l'effet que ça a sur les nappes. De la même manière, on peut se dire, et si on va un peu plus loin dans les prélèvements, qu'on met un nouveau captage AEP à un endroit, qu'est-ce que ça va apporter aux nappes, etc. Donc ça permet de travailler avec l'ensemble des acteurs des territoires, donc services de l'État, agences, collectivités, chambres d'agriculture, associations d'environnement, à la constitution d'un modèle, et ensuite à discuter le partage de l'eau, mais au moins sur des critères objectifs et partagés. Oui. Et c'est mieux quand c'est fait, quand le modèle est construit avec l'ensemble des acteurs. C'est sûr que c'est beaucoup mieux ensuite pour faire passer les décisions qui sont parfois pas satisfaisantes pour tout le monde. Oui, tout voilà, à fait. j'ai fini. Merci beaucoup. Et on imagine en plus que d'objectiver comme ça une situation, c'est très utile, surtout pour des nappes qu'on ne voit pas. Enfin, c'est encore plus difficile peut-être de statuer sur quelque chose qu'on ne voit pas. Oui, tout à fait. La ressource est cachée et c'est... il faut croire sur parole quand on dit... et ça peut arriver qu'on ait des situations qui peuvent être très fortes et qu'on ait malgré tout une nappe qui soit en difficulté en dessous. Donc il faut de quoi le prouver, tout ça aux décideurs. Merci beaucoup Alain Sada, Mathilde O'Haraud pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Merci d'être avec nous, parce que je crois que vous étiez bien malade. Donc merci d'avoir tenu votre engagement pour être là avec nous. Et l'enjeu de chiffrer tout ça, comme on vient de le voir, c'est pourquoi pour l'agence de l'eau? C'est de piloter une démarche de sobriété, c'est d'organiser ce qu'on appelle la gestion de l'eau. Exactement. L'objectif, c'est vraiment de réussir à organiser la gestion de l'eau sur les territoires, à l'échelle du bassin Loire-Bretagne et sur les territoires.
Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Allons-y. D'abord, qu'est-ce que c'est la gestion de l'eau sur un territoire? Il faut savoir que la gestion de l'eau, elle s'articule à 2 niveaux. D'abord au niveau conjoncturel, c'est ce qu'on appelle les gestions de crise qui sont liées à la variabilité du climat. On a vu, voilà, il y a des années exceptionnellement sèches, il y en a qui sont plus humides, et ça c'est naturel. Et il faut le prendre en compte, mais voilà, quand on dépasse certains seuils, on appelle ça la gestion de crise. Et puis une gestion plus normale, ou qu'on appelle la gestion structurelle, qui est normalement une gestion de fonds qui doit permettre 8 années sur 10 que chaque usage soit satisfait et que les besoins des milieux aquatiques soient satisfaits également. Donc l'objectif de cette gestion structurelle, c'est bien d'éviter d'atteindre la gestion de crise en dehors des périodes et des événements exceptionnels. Parce que ces événements exceptionnels entraînent donc des situations de crise et des restrictions d'usage. Mais qu'est-ce qui se passe quand on a trop souvent des situations exceptionnelles, qu'on observe trop souvent des situations exceptionnelles? C'est ce que présentait monsieur sur le territoire. Eh bien, en fait, on arrive à des conflits d'usage, puisque effectivement, la récurrence des restrictions d'usage amène des conflits entre les usagers. Et puis, par-dessus, le marché, on n'est pas aidé avec le dérèglement climatique qui impacte à la fois la situation moyenne, mais aussi les événements exceptionnels qui vont avoir tendance à être plus récurrents et plus forts. Donc l'objectif au niveau de l'agence de l'eau et qu'on défend au travers des analyses HMUC également, c'est de réussir à mettre en place une gestion de l'eau structurelle qui va permettre d'améliorer la résilience, si vous voulez, de rendre plus robuste le territoire pour moins sensible en fait aux variations naturelles et puis aux variations liées au dérèglement climatique. Et donc toutes les connaissances qu'on va pouvoir capitaliser, qui vous ont été présentées avant, et puis je vais rajouter également sur la connaissance des usages, elles ont pour but d'appuyer cette bonne gestion de l'eau, d'appuyer les décisions qui doivent être prises pour assurer une bonne gestion de l'eau. Effectivement, la gestion équilibrée, c'est donc, elle nécessite de définir les usages qui sont possibles au regard de l'eau disponible sur un territoire et des besoins des milieux sur ce même territoire. Et puis, tant qu'à faire, anticipons aussi les effets du dérèglement climatique. Donc on retrouve les usages, l'hydrologie, les milieux, le climat, je vous le donne dans le mille, HMUC. C'est une logique qui est, à la base, la logique est relativement simple. Hein. L'hydrologie, l'idée est de comprendre vraiment l'hydrologie de notre territoire, et on voit qu'on est appuyé par ça, par toutes les mesures dont on peut disposer par les DREAL et les autres réseaux. Les usages, il faut comprendre quels sont les usages qu'il y a sur notre territoire et identifier la dépendance des activités à l'eau. Les milieux, c'est caractériser aussi les milieux localement, puisque les besoins des milieux ne vont pas être les mêmes, qu'on soit à l'amont du territoire, en centre-Val de Loire, ou au niveau de l'estuaire, où on a vraiment des milieux spécifiques avec des besoins spécifiques. Et puis le climat, il est important. Il est important parce qu'il faut comprendre, il faut étudier le climat passé pour comprendre est-ce qu'on a déjà des évolutions, est-ce qu'on constate déjà les effets du dérèglement climatique sur notre territoire. C'est pas tout à fait, l'ampleur du dérèglement climatique, elle est déjà visible sur certains territoires, notamment à l'amont de notre bassin. C'est un peu moins vrai sur d'autres parties. Mais voilà, il faut l'identifier, il faut le quantifier, et puis il faut surtout s'attacher à voir quelles sont les projections climatiques et les projections de débit associées sur notre territoire. Donc la logique peut paraître simple, mais elle n'est pas tant que ça. Et comme mes collègues vous ont parlé du milieu hydrologie notamment, moi je vais focaliser un petit peu plus sur le volet usage, puisqu'il est nécessaire pour comprendre quels sont les enjeux de notre territoire également. Donc il va falloir identifier, décrire les différents usages, que ce soit dans les cours d'eau ou dans les nappes. Il va falloir identifier le niveau de pression que représentent ces usages. Parce qu'on peut prélever beaucoup, s'il y a beaucoup d'eau disponible, ça ne pose pas de problème. Mais si on a un niveau de pression important sur des ressources qui sont déjà relativement faibles, là, on peut avoir un souci. Et puis, il faut prendre en compte les rejets. Parce qu'effectivement, il y a ce qu'on prélève, puis il y a ce qu'on rejette au milieu. Et puis, on va aussi essayer de comprendre quelle est la dépendance de nos usages à l'eau et de caractériser leur sensibilité au manque d'eau. Les usages n'ont pas la même sensibilité, à la fois à la quantité,
en fonction de la période à laquelle ils vont prélever. Un agriculteur ou un industriel ne vont pas prélever forcément la même quantité. Et puis, certains usages ont besoin de prélever de façon constante dans le temps. Les agriculteurs vont avoir besoin de prélever plus sur la période d'étiage. Et puis, certains usages aussi ont besoin d'une qualité spécifique, notamment pour l'eau potable ou pour certaines industries agroalimentaires. Il y a besoin d'une qualité spécifique. Et ça, il faut le prendre en compte. Parce que quand la quantité diminue, souvent, la qualité est impactée également. Et évidemment, on en profite aussi pour évaluer au niveau de nos différents usages quelles sont les potentialités d'économie d'eau pour chacun de ces usages, quelle est leur capacité à faire des économies dans le cas où il faudrait réduire un petit peu les consommations. Alors, je rentre un petit peu plus dans le détail sur ce volet usage au niveau des analyses HMUC. Concernant les données disponibles. De quelles données on va disposer pour qualifier ces usages? Principalement les données des redevances de l'Agence de l'eau et puis les données des prélèvements issus des directions départementales des territoires. La limite de ces données, qui sont quand même déjà très importantes, ça fait des bases de données qui sont vraiment très importantes, mais elles ont plusieurs limites. D'abord, elles sont uniquement basées sur les déclarations réglementaires, sur les usages réglementés. Donc on n'a pas d'informations sur tout un pan d'usage qui n'est pas comptabilisé. Ça peut être l'abreuvement des animaux qui n'est pas nécessairement comptabilisé, ou certains prélèvements dont la quantité ne nécessite pas de déclaration, mais quand on les multiplie, ça va finir peut-être parfois par impacter. Donc ça, il faut l'estimer parce qu'on n'a pas l'information. Il faut savoir aussi que ce sont des données de prélèvement brut dans le milieu, mais on a des rejets. Par exemple, au niveau de l'eau potable, on va avoir 80% de l'eau qui va être prélevée généralement en eau souterraine, qui va être restituée directement au milieu dans les cours d'eau au travers des stations d'épuration. Et puis, une des limites aussi de nos données, c'est que ce sont des données annuelles uniquement. Et on a vu qu'en fonction de la période, voilà, les usages pouvaient se répartir différemment au cours de la période, et puis les besoins des milieux aussi. Et l'hydrologie aussi, elle varie toute l'année. Hein. Et donc, on va avoir besoin de mensualiser nos prélèvements et de savoir comment ils se répartissent dans l'année. Donc, c'est un peu les deux graphiques que vous voyez sur la diapositive. Donc, la première, on voit déjà, c'est tous les usages chaque année qui sont empilés les uns avec les autres. Et on voit qu'il y a des années où il y a des prélèvements plus importants que d'autres quand on cumule tous les usages. Et il y a des usages pour lesquels les prélèvements sont quasiment constants d'une année sur l'autre. Et puis il y a des usages qui sont beaucoup plus variables en fonction de la météo, hein, clairement. Au niveau de l'irrigation, c'est l'usage qui varie principalement, puisqu'en fonction de la météo, les irrigants ont besoin d'irriguer plus ou moins. Et puis sur le deuxième graphique, à droite, ce sont pour une même année la variation des usages dans le temps. Et là encore, on voit que l'eau potable, voilà, typiquement, est un usage très stable dans le temps sur toute une année, contrairement à l'irrigation, par exemple, qui se concentre vraiment sur la période juin, juillet, août. C'est en vert, pardon. Donc l'eau potable est en bleu foncé, et en vert, on va avoir l'irrigation. Tout ça pour dire que, en fait, on a beaucoup de données, on brasse beaucoup de données, que ce soit en hydrologie ou au niveau des usages. Et ces données, elles sont parfois incomplètes. Il faut arriver à poser des hypothèses, à tenir compte de ces incertitudes. Mais ce qui est important, c'est de se mettre d'accord sur le constat. Ce qui est important au travers des analyses HMUC, c'est de s'appuyer sur les acteurs qui ont la connaissance du territoire pour tirer le portrait, si vous voulez, tirer le portrait de l'environnement du territoire, mais de l'environnement au sens large, qui comprend à la fois les milieux, l'hydrologie, mais aussi les usages. Alors, une fois qu'on a établi ces 4 volets diagnostic, hydrologie, milieu, usage, climat, on croise ces différents volets. On croise ces différents volets pour établir les équilibres. Les équilibres ou constater les déséquilibres de notre territoire. Est-ce qu'actuellement, on prélève déjà trop ou pas? Est-ce qu'on a encore de la marge? Qu'est-ce qu'il est possible de prélever pour assurer cette fameuse gestion équilibrée et durable dans le temps? Et ces informations nous permettent aussi de définir quels sont les leviers à notre disposition. C'est donc la suite, quelque part, sortie de ce diagnostic assez technique des équilibres de notre territoire. Eh bien, on va se baser sur ce diagnostic pour proposer des décisions, pour aider à la décision. Et pour ça, on peut s'appuyer sur des scénarios de gestion
L'idée va être de définir quels sont les débits objectifs et les volumes qu'on s'autorise à prélever pour respecter nos équilibres. Et on s'appuie sur différents scénarios et on analyse au travers de ce qu'on va appeler des analyses multicritères quels sont l'impact de ces scénarios, à la fois sur les milieux. Si on diminue nos volumes prélevables d'une certaine quantité, quel va être l'impact sur l'hydrologie? Comment les milieux vont-ils en être améliorés? Est-ce suffisant ou pas? Et puis comment les usages vont-ils être impactés? Est-ce que ces diminutions sont soutenables pour l'activité du territoire? Évidemment, on n'oublie pas aussi l'impact du dérèglement climatique, puisque l'idée, c'est de se donner à voir sur un équilibre qu'on doit atteindre maintenant, mais dans le futur, comment est-ce qu'on va pouvoir tenir? Je vous ai dit au départ, je vous ai parlé d'une gestion équilibrée et durable. Pour qu'elle soit durable, il faut nécessairement tenir compte de l'impact du dérèglement climatique. Donc voilà, pour résumer un petit peu l'intérêt de ces analyses HMUC qu'on met en œuvre sur le territoire et de toutes ces données qui peuvent être produites. Alors il y a nécessairement une amélioration des connaissances qui est extrêmement importante pour pouvoir adapter localement le cadre de la gestion de l'eau et pour pouvoir répondre aux enjeux quantitatifs qu'on va observer sur les territoires. On utilise ces 4 lettres, HMUC. L'idée est vraiment, comme je vous l'ai dit, d'améliorer les connaissances de manière globale, d'apporter une vision globale, de dresser le portrait du territoire, de dresser l'état des lieux, de connaître la sensibilité du territoire aux effets du dérèglement climatique. Ce ne sera pas la même sur tous les territoires. Et de savoir est-ce qu'il y a urgence, est-ce qu'on peut se donner encore un peu de temps dans la mise en œuvre, dans la mise en action. Et tout ça, ce diagnostic spécifique porté par chacun des territoires, il peut être mis en œuvre parce qu'il permet vraiment de mettre les acteurs autour de la table, de se protéger des aléas en fait, du dérèglement climatique. L'intérêt de cette gestion, c'est de se rendre plus robuste aux aléas du dérèglement climatique principalement, et d'impliquer tous les acteurs autour de décisions concertées et partagées. Une fois qu'on va avoir décidé de ce qu'on veut faire sur un territoire, il faudra ensuite pas oublier de planifier les actions pour atteindre ces objectifs. Il faudra porter des actions toujours collectivement sur réfléchir à l'organisation du bassin versant, aux usages futurs à porter sur le territoire. Parce qu'il est nécessaire, évidemment, d'assurer le bon état des milieux aquatiques pour assurer la pérennité des usages, pour permettre aux usages d'être pérennes dans le temps. Il faut penser à guider la gestion de l'eau en fonction de l'aménagement des territoires. On va pas pouvoir, il faut prendre en compte les usages qui sont présents, mais il faut aussi réfléchir à aménager les territoires en fonction de la ressource qui est disponible. À un moment, il faut pouvoir prendre en compte cette ressource disponible, et il est important de prendre en compte l'eau, la présence d'eau ou l'absence d'eau malheureusement dans toutes les décisions politiques, de façon à assurer la robustesse de nos territoires, autant en termes de qualité des milieux aquatiques, mais de robustesse des usages aussi sur les territoires. Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui on peut faire sans empiéter sur ce qu'on dira peut-être lors de la plénière tout à l'heure, mais vous avez parlé de situation de crise, vous avez parlé de situation régulière. Je vous laisse le temps de vous remettre. Est-ce qu'on peut faire un point aujourd'hui structurellement? Est-ce qu'on est bien par rapport à la ressource disponible? Est-ce qu'on prélève trop? Est-ce que on a frôlé souvent les situations de crise? On en est où dans la région? Alors c'est très variable sur tous les territoires, effectivement. Dans la région, comme le précisait l'Adréal tout à l'heure, on a des situations de crise qui sont récurrentes en termes de seuil de crise. Donc il y a des questions à se poser en termes de gestion, d'amélioration de la gestion, d'objectifs qu'on va se donner. Après, chaque territoire va porter son étude. Les études, elles sont en cours. Le portrait est en train d'être dressé sur chacun des territoires, donc on n'a pas encore tous les résultats et on n'a pas encore les décisions. On ne peut pas préjuger des décisions que l'ensemble des acteurs vont poser pour les différents territoires. Mais ce qui est sûr, c'est que la question doit être posée. On n'est pas en train de se dire, comme certains territoires, la sobriété est indispensable parce que structurellement, on va au-delà de la ressource disponible. Ce n'est pas encore le cas ici.
Alors, je dirais que la sobriété est indispensable parce que le chemin de la sobriété, il est long. Et quelle que soit la situation actuelle, la situation vers laquelle, qui se profile avec le dérèglement climatique et toutes les données qui sont maintenant disponibles en termes de projection climatique, on sait maintenant que la sobriété va devenir indispensable. Elle l'est déjà sur beaucoup de territoires et elle le sera demain. Alain Sada, sur l'état de nos nappes. Oui, pour compléter un peu ce qu'on remarque ces dernières années, là, on a quand même eu 4 années sèches sur 5 là, sur les années qui viennent d'arriver. On commence à voir quand même quelques sujets de conflits d'usage et en particulier des situations très tendues sur l'AEP. Alors il y en a dans l'Indre hein, où il y a des villages qui ont été alimentés par des camions, etc. Mais à Chartres, on a été plusieurs années de suite en limite de dénoyer les pompes d'alimentation en eau potable, donc de plus avoir d'eau dans les robinets. Donc ça veut dire que la sobriété, oui, on va être obligé d'y passer d'un moyen ou d'un autre. De toute façon, quand il n'y aura plus d'eau, on sera obligé d'être sobre hein, si on veut raisonner par l'absurde. Mais les conflits d'usage, on les voit arriver déjà, donc ça veut dire qu'on est quelque part sur des niveaux de consommation qui sont plus importants que ce que la nature peut nous donner. Vous vouliez dire un mot aussi du côté de l'Adréal Oui, je pense que l'année qu'on est en train de vivre, qui est particulièrement humide, doit nous amener à réfléchir. On a environ 20-30% de nos stations qui ont franchi les arrêtés de seuil sécheresse cette année. Voilà. C'était le même cas en début 2021, qui était un début d'été extrêmement humide. Bon, la fin a été relativement sec. Mais voilà, qu'une année comme 2024, on soit capable de franchir des seuils d'alerte et de crise, moi je trouve que ça doit vraiment interpeller tout le monde. Voilà. Après, je corrobore complètement ce qui vient d'être dit par mes collègues. Hein. Depuis les années 2015, moi, toutes les années, j'ai 80-90% de mes stations qui franchissent tous les seuils des arrêtés 4 sécheresse. Donc, on est très clairement en déficit. Alors, plus ou moins tôt, plus ou moins longtemps. Mais qu'une année exceptionnellement humide, on soit capable de les franchir, on est loin de la gestion durable qu'a évoqué ma collègue. Malgré tous les efforts entrepris, y compris de communication dans cet état des lieux. Merci beaucoup. On a le temps de prendre des questions du public et c'est super. On a un monsieur. Voilà, le micro arrive vers vous et vous allez pouvoir poser votre question. On vous écoute. Merci. Merci pour cette opportunité. Et ma question va dans le sens, au moment où nous sommes en train d'assister à un assèchement, je peux dire, systématique et progressif des nappes, est-ce qu'il n'y a pas déjà moyen de penser à la désalinisation pour plusieurs usages, notamment de AEP? Merci. Merci pour cette question. Qui veut s'essayer à la réponse? En région Centre-Val de Loire, faut aller chercher l'eau à la mer, ça fait un peu loin quand même. Il y a quand même... de manière plus globale Oui, c'est surtout de manière plus globale en fait. Surtout pour les zones qui sont côtières. Ouais. Effectivement, ici, voilà, il y a des régions peut-être où ça se justifie plus ou moins politiquement et financièrement, de manière plus globale. Alors, il faut savoir que la désalinisation, ça a un coût financier très important et ça a un coût énergétique également très important. Hein. On est vraiment sur une solution un peu, moi, que je considère un peu comme une solution de la dernière chance, puisque c'est une solution qui va permettre de donner de l'eau aux populations, ce qui est absolument essentiel, mais qui va générer des émissions de carbone qui vont continuer d'empirer la situation. Donc, il y a des situations où il va falloir se poser la question pour résoudre certaines crises, mais là, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment de réussir à questionner les usages, faire de la désalinisation. Dans certains cas, ça peut être essentiel, notamment pour l'alimentation en eau des populations, mais il faut se questionner vraiment sur quels usages, pour quels usages on va faire de la désalinisation. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas des économies d'eau à faire avant qui permettraient de ne pas avoir à utiliser ce genre de procédé? Merci beaucoup. Une autre question. On va vous passer le micro. Oui, bonjour. Merci de vos interventions qui étaient très intéressantes, comme d'habitude.
Bon, moi, je représente un bureau d'études et en fait, les questions que de plus en plus se posent les industriels qui sont en contact avec nous, très pragmatiquement, enfin, elles sont de deux ordres en fait. Je caricature, mais c'est ça. Est-ce que dans quelques jours, dans quelques semaines, je ne vais pas devoir couper mon robinet de rejet parce qu'il va y avoir un arrêté sécheresse ou on va dépasser les normes? Auquel cas, je prévois, si je peux le prévoir, je prévois une solution alternative de stockage temporaire ou autre. Et le deuxième, est-ce que dans 10, 20 ans, 30 ans, est-ce que j'aurai une alimentation en eau potable, en eau douce, eau potabilisée, en eau de process, qui sera suffisante pour que je puisse continuer à entretenir mon industrie, mes procédés, ou la faire grossir. Auquel cas, on rentre dans le cadre du changement climatique. Donc, par rapport à tous les outils que vous avez proposés ici, est-ce que les uns et les autres, il est prévu qu'on puisse avoir ce type d'outils à disposition à un moment donné? Parce que là, c'est pour de la donnée publique à destination de décisionnaires politiques. Est-ce qu'on peut utiliser, dupliquer ces outils peut-être à des échelles plus petites? C'est ça que vous voulez dire? C'est une meilleure façon de le dire. Oui. Alors, vaste question. Est-ce que techniquement, ces outils, Est-ce que scientifiquement, ça tient la route aussi? Est-ce qu'on peut le faire? Parce que, Peut-être une toute petite partie de la réponse sur la première question uniquement. On a présenté, je crois, le BRGM et l'ADREAL à quelques outils. On cherche à faire de la prévision, tant sur les eaux de surface que sur les eaux souterraines. Donc ça répond un petit peu à votre première question, c'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper au mieux la prise potentielle d'arrêtés de restriction. Pour la deuxième question, sur les volumes prélevables annuellement, pour pouvoir avoir une expansion de l'activité, je ne pense pas qu'on ait la capacité de répondre aujourd'hui à ce genre de questions. Si je peux compléter, sur les données de projection climatique, il y a un projet national important, Explore 2, qui a permis d'avoir des projections de débit au droit des cours d'eau. Mais ce sont des projections et ce que nous dit ce projet, c'est qu'il y a encore énormément d'incertitudes. Enfin, ce sont des projections, ce ne sont pas des prévisions. Et on a encore il y a beaucoup de chemins possibles. On ne sait pas encore comment on va réellement évaluer le dérèglement climatique. L'ensemble des modèles nous montrent différentes histoires possibles qui pourraient arriver. Mais entre ces histoires différentes, on ne peut pas dire actuellement laquelle va arriver. Donc il y a une probabilité équivalente d'avoir un climat très chaud et très humide ou très chaud et très sec, et on ne sait pas encore exactement ce qui va nous arriver. Ce qui est compliqué, effectivement, pour les activités économiques. La seule chose qu'on peut faire, et ce qu'on porte au niveau de l'agence de l'eau, c'est d'accompagner ces industriels dans la modification de leurs process pour les rendre le moins dépendants possible de la ressource, le moins sensible, le plus robuste possible aux variations de la ressource, puisque de toute façon, ces variations vont arriver, mais qu'on ne peut pas les prévoir ni les projeter. Après, vous travaillez sur des scénarios. Est-ce que ces scénarios, si on parle latin, ils vont jusqu'à dire, dans ce scénario-là, on devra réduire d'autant pour l'agriculture, d'autant pour l'industrie? En fait, c'est ce qu'ils essaient peut-être d'avoir juste leur zoom dans leur activité, dans leur usage. En fait, est-ce qu'avec ces prévisions-là, on peut zoomer par usage sur des scénarios? Alors, déjà, les scénarios, c'est plutôt sur la situation actuelle. Et puis, on fait un focus après sur le futur. Il faut déjà décider pour l'actuel. D'accord. Et on va décider de volume prélevable pour l'ensemble des usages. Ensuite, il y aura une décision politique sur la répartition de ces volumes par usage, par type d'usage, agricole, industriel, alimentation en eau potable des populations. Donc, effectivement, à terme, quand toutes les décisions politiques seront prises, les industriels auront peut-être un peu plus de visibilité, mais je pense qu'il y a un chemin qui est quand même important à faire dans la décision politique. Et les usagers économiques comme non économiques sont représentés au sein des organes de décision, justement pour que... Et c'est important qu'ils s'impliquent et qu'ils s'investissent dans ces organes de décision que sont les commissions locales de l'eau, et qu'ils s'investissent également dans ces études HMUC pour pouvoir apporter... s'assurer que la vision et que le portrait du territoire il est le plus précis possible, de façon à ce que la décision politique qui soit prise à la fin soit vraiment partagée par le plus possible et qu'elle soit le plus équitable possible, même si elle ne sera pas toujours très réjouissante pour tous les acteurs, malheureusement, je le crains.
Mais peut-être la leçon, c'est que de la même manière que vous anticipez, les industriels aussi doivent peut-être être invités à anticiper. Oui, alors je parlais des industriels parce que je voulais Oui, parler c'est d'un un cas exemple. concret. C'est vrai que c'est des choses qui sont remontées de plus en plus souvent par des gros industriels pour l'instant. Mais on peut se poser, une commune, on peut se poser la même question. Je ne parlais pas d'un autre usager. Bien sûr. Voilà. Oui, c'est chaque usager en fait, parce que au niveau des collectivités, chaque citoyen peut réfléchir à comment il peut devenir résilient s'il avait moins d'eau à disposition, parce que quand on regarde consommation en eau potable de tout un chacun, la partie qui est vraiment bue de cette eau potable, c'est une infime partie, l'essentielle part dans les sanitaires et compagnie. Donc il y a des pistes de la même manière. Pour la profession agricole, on peut réfléchir à faire évoluer les pratiques. Est-ce que c'est bien raisonnable de continuer à faire pousser du maïs qui est très gourmand en eau en été? Est-ce qu'on ne pourrait pas substituer, surtout que... Enfin bon, là on rentre dans des... Oui, mais de la même manière, les industriels peuvent travailler sur leur process pour devenir plus résilients et donc être moins sensibles à un éventuel besoin de diminuer ses consommations en eau. Oui, pour moi, ça fait partie de toute façon du modèle en fait, d'amener des consommations moins importantes en fait. On l'a vu ce matin avec la RIOUT, les industriels sont concernés par ça. Je pense que pour certains sont en tête de gondole même par rapport à ça. Mais c'est pareil pour les collectivités, c'est pareil pour tout le monde effectivement aujourd'hui. Mais on ne peut pas effectivement se faire des projections de consommation qui sont à l'état actuel. On peut quand même imaginer qu'on va faire des efforts les uns les autres pour pouvoir diminuer notre consommation, que ce soit pour l'agriculture ou pour l'AEP. Enfin, bon. On peut imaginer et on peut espérer qu'on va tous faire des efforts. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question, sauf si vous avez encore des éléments à donner? Allez, monsieur, merci pour le transfert de micro. Oui, une question un petit peu plus terre à terre. Tout à l'heure, il a été évoqué au sujet des prélèvements une certaine approximation dans la connaissance qu'on a des volumes effectivement prélevés, puisque on a des données qui sont annuelles, qui ne concernent pas tous les acteurs, qui ne concernent pas tous les volumes de prélèvement. Ma question est simplement de savoir, est-ce qu'il y a des actions d'amélioration qui sont lancées pour avoir une connaissance plus fine de ces données-là et éviter de devoir faire, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, des hypothèses au moment où on veut utiliser ces données-là. Je ne sais pas si ma question est très claire, mais peut-être est-ce qu'il y a des évolutions réglementaires pour que ces déclarations s'imposent à plus d'acteurs, qu'elles concernent des volumes plus faibles, voilà, pour avoir une meilleure connaissance, parce que ça paraît quand même un élément important dans l'équation. Alors, actuellement, la réglementation demande de remonter des volumes annuels. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a des volumes annuels. Après, je sais que sur certains territoires où il y a déjà des enjeux forts en étiage, et notamment à l'aval du bassin, on a des territoires où les volumes sont comptabilisés de façon plus... On va avoir des volumes qui vont remonter mensuellement sur certains territoires. Mais voilà, c'est assez spécifique et c'est lié à des problématiques. Souvent, c'est quand on constate le déficit que les territoires vont commencer à essayer de s'équiper. Et assez peu en anticipation, malheureusement. Mais du coup, ça implique quel type d'acteurs? Parce que quand on dit les territoires vont s'équiper, là, ça veut dire, parce que c'est une information qui doit venir à la fois des industriels, peut-être des producteurs d'eau potable. Déjà, identifier les trous dans la raquette, peut-être. Voilà, qu'est-ce qui n'est pas déclaré, en fait? Est-ce qu'on le sait ou est-ce qu'on fait une fourchette un peu globale? On se dit, bon, allez, on se dit qu'il y a peut-être 5% qui ne sont pas... Alors, les prélèvements non déclarés, ça dépend des territoires. Il y a des territoires où c'est un vrai sujet, notamment les territoires, je parle de l'abreuvement, sur les territoires où il y a beaucoup d'élevage. Après, il y a des territoires où ce n'est pas nécessairement un sujet. La mensualisation des prélèvements, elle est importante notamment au niveau des usages agricoles. Et puis au niveau des usages eau potable, alors après on sait que la répartition est plus constante dans le temps, mais sur les territoires on va avoir une pression touristique par exemple, on peut avoir une consommation différente.
Et on a du mal encore dans nos études à récupérer ces données qui sont pourtant en général existantes au niveau des gestionnaires d'eau potable. Mais voilà, ça fait une multitude d'acteurs. On a encore du mal à récupérer parfois ces données. Et puis au niveau agricole, ça veut dire aussi rééquiper tous les compteurs. Et là, évidemment, c'est assez massif en termes d'action de rééquiper tous les compteurs pour avoir des compteurs mensuels au lieu de compteurs annuels. Ce qui n'est pas toujours possible, enfin en tout cas qui demande un investissement financier important. Donc quand on dit ces territoires, en fait, ce sont les agriculteurs qui doivent se déclarer auprès du gestionnaire d'eau potable, qui est le même pour tout le monde en fait. Hein, c'est ça, c'est à lui c'est lui qui doit avoir ces données-là, qui est censé avoir ces données-là. Alors les agriculteurs prélèvent pas tous sur l'eau potable. Hein, d'accord. Non mais c'est l'objet de ma question. Du coup, il y a effectivement ils ont leur compteur. Ils ont leur propre compteur. Ils ont leur propre compteur. C'est un sujet aussi, parce que nous quand on développe un modèle maillé, pour pouvoir caler le modèle proprement et donc être un peu fiable dans les prévisions, on a besoin d'avoir une idée de la spatialisation des prélèvements. Et souvent, on a juste un point, un compteur qui va concerner plusieurs forages. Et donc, pour arriver à retrouver exactement où est prélevée la ressource pour que le modèle soit calé proprement, c'est vraiment un sujet. Hein, et on a eu... c'est souvent le point épineux dans le calage des modèles, c'est ces données de prélèvement qui sont incomplètes. Après, il y a plein de choses qui pourraient être améliorées. On n'a pas forcément des codes BSS sur tous les forages, en particulier sur Loire-Bretagne. Alors que c'est le cas dans d'autres agences, mais ça c'est un vrai sujet, parce que parfois on va avoir des forages qui vont être déclarés en double à la DDT et à l'agence de l'eau, alors que c'est en fait le même forage, mais comme on n'a pas l'identifiant BSS, on peut pas savoir si c'est un doublon ou pas. Enfin, il y a tout un tas de choses comme ça qui pourraient être améliorées. Est-ce qu'on a répondu à votre question? En partie. Oui, très bien, merci. Merci. Peut-être pour compléter compléter le questionnement, puisque la réponse sur le problème du manque d'informations sur les prélèvements, c'est exactement la même chose que pour les eaux souterraines. Hein. Sur les eaux de surface, la prévision des débits d'étiage, en fait, elle est relativement bonne aujourd'hui. Hein. Elle est aussi pertinente que la prévision des crues en termes de qualité. On a fait des réexpertises. Par contre, ce qui pose encore problème, c'est la connaissance des prélèvements. Et on le voit lorsqu'on a des canicules. Hein. On a des coups de butoir sur les débits, avec des abaissements très, très brutaux des débits. Sans qu'on comprenne d'origine naturelle, hein, de ces chutes. Donc a priori c'est bien des prélèvements. Et du coup ça fait vraiment défaut à la qualité des prévisions. Est-ce qu'il y a une autre question pour conclure ce tour? Moi, je m'insère alors dans le temps que quelqu'un se décide éventuellement, mais ça me fait penser, est-ce qu'il y a une attente de la part est-ce que vous ressentez une attente grandissante de la part des citoyens et de tous les usagers, quels qu'ils soient, de transparence, un besoin de transparence sur, justement sur cette donnée, sur la ressource disponible. J'ai envie de dire, tant qu'on avait de l'eau, on s'en fichait un petit peu, mais est-ce qu'aujourd'hui, les citoyens demandent des comptes sur tout ça? Nous, on n'est pas interrogé en direct, mais ceci dit, la transparence est importante. Et au BRGM, là, toutes les données qui sont acquises sont publiques et n'importe quel citoyen peut les consulter, aussi bien que les professionnels. Et ça fait partie de nos missions de service public de diffuser, de capitaliser la connaissance et de la diffuser au plus grand nombre. Merci. David Pesson et Mathilde Waro. Ouais, pour compléter, je pense qu'il y a un besoin sociétal d'avoir toujours plus de données, plus vite. En revanche, sur les incertitudes, je serais un peu plus... un peu moins tranché. En fait, comme vous avez pu le voir, moi je souhaite, et on souhaite à l'Adréal, on souhaite au Chapi, on souhaite au ministère, tout le monde souhaite un maximum de transparence sur les données. Je pense que c'est notre devoir à tous. Pour autant, on sent bien que dans l'usage de ces données avec de l'incertitude, c'est extrêmement compliqué pour les usagers de prendre en compte ces incertitudes dans les décisions réglementaires, de prendre en compte ces incertitudes dans les usages quotidiens.
Du coup, là-dessus, je suis quand même un peu plus partagé. Je ne suis pas sûr que collectivement, on soit prêt à réfléchir avec des probabilités au quotidien. Voilà. Je pense qu'il y a un vrai changement de mentalité, il y a des vrais changements d'usage de ces données à opérer dans les années qui viennent pour prendre en compte ces incertitudes dans la production des données et de nos prévisions, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire très clairement. Et une toute petite précision, ça vient de me revenir, là, le fait que nos données sont publiques fait que maintenant, dans le public, tout à chacun peut aller chercher ses données et établir ses propres cartes, même avec zéro connaissance de l'hydrologie, de l'hydrogéologie, de quoi que ce soit. Donc méfiez-vous des cartes sur les réseaux sociaux, parce que parfois, c'est quand même assez fantaisiste ce qui peut sortir. Prenez l'original. Voilà. Okay. Mathilde Waro, peut-être pour conclure. Juste pour conclure, effectivement, je pense que de toute façon, l'ensemble des usagers de l'eau ont ressenti les tensions, notamment quand on a eu des années comme 2019-2022 qui ont impacté directement les usagers au quotidien. Les gens sont en demande. C'est aussi mais on reçoit assez peu de demandes directes, mais on le ressent au travers de nos élus, dans les organes politiques qui vont permettre de décider de la bonne gestion de l'eau. On sent que les élus sont très impliqués aussi sur cette gestion quantitative de la ressource. C'est un vrai sujet, c'est important. Évidemment, il y a énormément encore d'incertitudes, mais il faut voir aussi qu'il y a quand même énormément de données. Avant, on n'avait pas toutes ces données. On s'améliore toujours. Il y aura toujours des incertitudes. Et il faut savoir les prendre en considération. On sait qu'on n'est pas tout à fait sûr de la donnée, ok. Mais alors, comment on va la considérer? Est-ce qu'on va se dire, bon, alors je prends un risque, ou alors au contraire, je prends une position de prudence? Et quelque part, on est plus sur un choix vraiment politique de gestion qui va se baser sur ces données en intégrant les incertitudes. Mais la décision, elle revient en politique. Et ce que les gens ne voient pas, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de crises, on le disait lors de la préparation, qui ont été évitées par ces données et par cette anticipation. Voilà, c'est parfois indolore pour la plupart des usagers, mais tout ça a permis d'anticiper et de gérer ces situations de crise. Alors, on a quand même des réussites, ouais. On a des réussites. Et je prendrai l'exemple de la gestion de la nappe du Cénomanien dont vous parlez, qui est une nappe protégée, dont la qualité est très bonne et qui est actuellement principalement réservée à l'eau potable. Actuellement, il n'y a plus de nouveaux forages hors de l'usage eau potable qui peut être réalisé dans cette nappe. Et on a eu à un certain moment une vraie chute du niveau piézométrique de cette nappe. On a mis en place au niveau du bassin un schéma de gestion de cette nappe et on a vu localement les niveaux piézométriques remonter. Donc on voit que la gestion des volumes et ce qu'on peut engager politiquement pour protéger une ressource, ça peut fonctionner. Voilà. Il faut peut-être le généraliser. Ouais, il faut le dire et le généraliser. Merci beaucoup à tous. Ah, on avait une dernière question ? Oui, elle n'est pas obligatoire. Non, il n'y a pas de souci. Je voulais savoir comment s'imbriquait finalement la demande de sobriété de moins 10% en fonction des études HMUC. C'est-à-dire que est-ce qu'il pourrait y avoir des dérogations si l'étude HMUC disait que finalement la ressource était correcte? Ce n'est pas forcément ce que je souhaite, mais c'était une question. Les imbrications. Alors le lien entre ces deux exercices, il est effectivement pas tout à fait simple, puisque au niveau de la sobriété et du plan eau et de cette injonction de moins 10%, s'accorde pas nécessairement avec ce qu'on avait entrepris dans les HMUC, où on concentre les besoins d'économie d'eau quand c'est nécessaire, c'est-à-dire principalement sur la période d'étiage. Et on va pouvoir, dans le cadre d'une HMUC, demander des efforts sur la période d'étiage parce que c'est à ce moment que cette réduction est nécessaire, mais donner un peu plus de marge et un peu plus de souplesse dans des périodes où la ressource est un petit peu plus abondante. Après, au-delà de ça, cette démarche d'économie d'eau et cet objectif de moins 10%, je pense qu'il est surtout intégrateur, enfin il est prévisionnel et il doit être pris en compte à l'aune du dérèglement climatique. L'idée est vraiment, on sait qu'on va avoir une diminution de la ressource disponible et il faut prendre ça en compte et anticiper cette démarche de sobriété. C'est ce que je disais tout à l'heure, le chemin vers la sobriété, il est long. On est sur un changement de pratique, les changements de pratique sont longs à mettre en œuvre et donc je pense que c'est un objectif vraiment
qui nous engage tous à rentrer dans cette démarche de sobriété. Pas juste pour le chiffre symbolique des 10%. Merci beaucoup, merci vraiment à tous les trois d'avoir été avec nous, d'avoir su nous expliquer la technicité du sujet et en même temps les effets concrets et les enjeux pour tous les usagers et tous les usages, qu'ils soient nos consommations, activités humaines, mais aussi pour les milieux naturels. On se retrouve tout à l'heure pour un dernier rendez-vous à 16h30. C'est la conférence plénière institutionnelle avec les représentants de la région, de l'Agence de l'eau, de Orléans Métropole, du BRGM, du pôle Aquanova et de l'ARS. Merci beaucoup à tous. À tout à l'heure. 3